this one, and let me broadcast, begin to broadcast. Yeah, don't forget you change the view as speaker view for the ones who want to record it. And live on the Facebook. Now I'll try to do it, and yes, now it's beginning. John, yeah, now it's, I'm just waiting for the Facebook Live. Julia, I do not have the permission to record. It says to me, could you give me the permission, please? You have the permission. Can you ask permission for record again? Now it works. Thanks. Okay. I'm just waiting for the Facebook. Yeah, it's okay. Now I am starting the webinar and participants will come. Fuya, you tell me when we have to start, okay? Yes, okay, Paula. We are just waiting for the Okay, no, don't worry. So when Okay. everything is set up, we just wait for you, okay? Okay. And I think Dinka, are you here? Yeah, you're here. Okay. Okay. And now there are 51 participants. Right now. Okay. Now I think we can start right now. I'm stop sharing. Yeah. Okay. Thank you. Hello, good afternoon to all of you who are with us. Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent aujourd'hui. Nous espérons que vous passerez un bon moment avec nous pour le projet Lebel. J'apprends et je dépasse mes limites. Il s'agit de travaux réalisés par différents partenaires et nous avons la chance de compter parmi nous deux professeurs de l'Université catholique du Sacré-Cœur en Italie.
Il s'agit d'un projet très intéressant que nous aimons beaucoup et on a appris beaucoup des différents pays pour les personnes porteuses du syndrome de Down, pour le personnel soignant, pour les parents, tout ça pour apprendre comment réagir en situation d'urgence, des situations comme les inondations, les incendies ou les situations quotidiennes. Il est bon de savoir comment gérer ces problématiques avec une personne porteuse du syndrome de Down. J'aimerais à présent demander à Fulia de nous partager des conseils et ensuite nous entendrons Elena et Paola. Merci Fulia. Merci. Je vais partager mon écran. Vous pouvez voir mon écran. Merci et bienvenue. Bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Fulia. Je suis la vice-présidente de l'association. Et nous gérons la partie technique de ce webinaire, mais nous ne sommes pas des techniciens. Donc, si nous avons des problèmes techniques, je veux m'excuser en avance. Je pense que vous savez tous utiliser Zoom, mais j'aimerais vous donner des informations concernant ce webinaire. Tout d'abord, vous pouvez écouter ce webinaire en anglais et nous avons la traduction en turc, en allemand, en français, en tchèque, en croate et en ukrainien. Et si vous voulez changer la langue, vous devez modifier votre canal en cliquant sur l'icône qui ressemble à un globe en bas de l'écran, là où il est écrit Interprétation. En cliquant dessus, vous pouvez sélectionner la langue qui vous convient. Cette réunion est retransmise en live sur Facebook et est enregistrée pour être téléchargée plus tard. Donc, vous pourrez regarder à nouveau ce webinaire, le partager avec vos amis, votre famille qui ont des enfants porteurs du syndrome de Down. Vous ne pouvez pas voir les autres participants, vous ne pouvez pas allumer votre micro, mais si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez utiliser le bouton Q&A qui est en bas de votre écran. Nous répondrons aux questions à la fin du webinaire. Ici, donc, vous pouvez voir questions-réponses. Ensuite, le contenu de ce webinaire n'est pas le reflet de la pensée de notre association, mais bien la pensée de nos auteurs, nos présentateurs, présentatrices. Voici mon amie Paola. Et nous avons travaillé ensemble sur un projet. Et maintenant, c'est vous qui avez la parole, Paola. Merci beaucoup. Je vais donc partager ma présentation avec ma collègue, professeur Molteni, professeur Zamfroni. Merci beaucoup pour votre invitation. Ma collègue et moi, nous travaillons à l'université catholique
2000 ans, nous enseignons et nous travaillons également dans notre centre de recherche sur les handicaps. Ce centre appartient à l'université et nous travaillons sur des sujets particuliers, la recherche, la formation pour les parents, pour les enseignants, pour différentes parties prenantes qui demandent au centre des cours ou des formations concernant le handicap et sur les aspects de ces problématiques. En particulier, nous avons ces deux problématiques, donc le handicap et la marginalisation, qui sont deux problématiques différentes. Nous travaillons là-dessus dans les écoles, dans les associations de familles et dans certaines organisations où le handicap et le fait d'être à la marge sont étudiés dans différents domaines. Nous sommes basés à Milan, mais différentes associations, institutions sont réparties à travers l'Italie et à l'étranger parfois. Et ce projet que nous présentons aujourd'hui montre bien que nous dépassons les frontières en termes de collaboration et nous avons différents projets pertinents et nous présentons ce projet Erasmus, un projet européen. J'apprends et je dépasse mes limites. C'est un projet qui a commencé en janvier 2020 et je le mentionne parce que c'était une période difficile où la COVID-19 a commencé et pendant ces périodes, il était difficile de mener à bien ces projets. Alors, nous avons commencé ce projet en ligne en janvier 2020 et nous avons terminé ce projet en novembre 2022 avec tous nos partenaires présents. C'était une chose très importante de pouvoir se voir tous ensemble en Turquie. Nous avons nous avons des partenariats forts avec l'Italie, la Turquie, qui est le chercheur principal. Nous avons également la Belgique, la République de Macédoine. Et ce partenariat est très fort et apporte une valeur particulière à ce projet puisque nous avons différentes expériences concernant l'inclusion à travers ces différents pays. Nous avons une équipe de recherche et la gestion des catastrophes naturelles et situations d'urgence sont gérées par des entités en Turquie et par les différents pays que j'ai mentionnés dans la promotion
d'action et dans le soutien de personnes présentant des handicaps, des difficultés mentales. Et l'objectif principal de ces projets phares peuvent être identifiés dans la création d'outils éducatifs Ce projet considère les transformations culturelles, sociales et juridiques, surtout concernant la COVID-19, et en particulier le changement climatique. Nous avons également des événements qui se font au niveau national, international, afin de parler de ce projet et de comprendre l'importance d'inclure les familles et les différentes parties prenantes concernant la marginalisation et le handicap. Nous croyons en la promotion d'une culture qui prend en compte la sécurité de toutes et tous. Et nous croyons aussi dans un renforcement des cultures et des pratiques d'inclusion dans chaque contexte. Ce sont là les points principaux qui ont donné naissance à ce projet. Il est important de considérer que l'objectif est d'obtenir et de renforcer les capacités de gérer les problématiques d'urgence, comme les tremblements de terre, les inondations, les avalanches, les incendies et les accidents. Et c'est là nos sujets principaux qui font l'objet de ce projet. Nous voulions avoir des outils qui pouvaient aider les familles, et pas seulement les familles, mais aussi les personnes porteuses de handicap, les personnes qui travaillent, le personnel soignant, pour trouver un moyen de soutenir ces personnes aux besoins particuliers lors d'événements particulièrement difficiles. Alors, je vais à présent demander à Paola de continuer et de présenter ces outils principaux qui fondent ce projet. Ainsi, je donne la parole à Paola. Merci, Elena. Merci à tout le monde, en particulier à Dinka et à Folia pour leur soutien dans l'organisation de cet événement. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager des exemples de ce que nous avons pu développer grâce à ce projet Label. Comme ma collègue l'a dit, l'objectif principal du travail que nous avons réalisé avec l'Association européenne du syndrome de Down et avec tous nos collègues de différentes parties de l'Europe, c'était de développer différents outils que l'on appelle des outputs pour soutenir les familles et les individus qui ont des problématiques, des handicaps, et en particulier des personnes porteuses du syndrome de Down, afin de pouvoir gérer et de comprendre les
des catastrophes comme des tremblements de terre, des inondations, mais aussi des catastrophes plus petites comme un feu à la maison, etc. Je vais donc, nous nous sommes basés, et je vais vous montrer ce que nous avons établi, donc les histoires sociales. Il s'agit d'un livre avec des mots et des images. Nous avons également créé des vidéos et nous allons vous présenter ces vidéos que nous avons développées. Nous avons également toute une collection d'outils, de dictionnaires et de librairies numériques. Je vous mettrai dans le chat le site pour que vous puissiez le visiter. Mais prenons un peu de recul. Je vais vous demander de réfléchir aux procédures à mettre en œuvre en cas d'urgence. Et qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? La plupart d'entre vous êtes parents d'un enfant porteur de syndrome de Down, ou vous travaillez en tant que personnel soignant, ou vous aidez une personne porteuse du syndrome de Down. Donc, je suis sûre que vous avez des inquiétudes et vous ne savez pas comment réagir dans une situation d'urgence. Ici, vous avez un exemple de répartition de catastrophes météorologiques. On peut voir cela en Europe entre 2001 et en 2020. Nous avons un risque plus élevé d'inondation. C'est ce qui s'est passé en Italie, mais je suis sûre que dans d'autres pays en Europe, vous vous êtes retrouvés dans la même situation. Dans des situations de température extrême, de glissement de terrain, d'incendie, etc. Donc, avec cela, nous nous sommes basés pour créer des outils afin de gérer ces urgences et de les approcher de la meilleure manière qui soit. Nous avons donc choisi des situations d'urgence dans notre projet, les tremblements de terre, incendies, inondations, accidents de voiture ou alors se perdre. Nous avons utilisé ces images et nous avons utilisé un dictionnaire qui vient de Arazac où l'on peut sélectionner ces images. Nous avons également choisi des situations où l'on parle des premiers secours médicaux et d'autres outils utiles pour aider les individus, le personnel soignant, afin de faire face à une situation d'urgence. Sur le site, sur la section dédiée au tremblement de terre, vous pouvez voir des exemples ici. Je vais vous montrer un exemple de modélisation vidéo. Une vidéo que vous pouvez montrer aux personnes dont vous vous occupez afin de les soutenir et de pouvoir les former à savoir comment réagir, ce qu'on peut faire ou ne pas faire pendant un tremblement de terre. Et j'espère que la vidéo va fonctionner.
Okay, as you was able to see in this video, you Comme were vous avez pu able le voir dans cette vidéo, vous avez pu voir une situation typique dans une maison où un enfant, un jeune homme porteur du syndrome de Down est en train de faire ses devoirs et nous voulions attirer votre attention sur le comportement à adopter pendant une situation de tremblement de terre, donc à savoir quelle est la position de sécurité. Je vais vous en montrer un peu plus dans quelques instants. Et vous pouvez voir également un point important, une action importante réalisée par l'enfant. Il prend son sac à dos de sécurité. Je vais également vous donner des informations sur ce sac à dos parce que ce n'est pas commun d'avoir un sac comme ça dans la plupart des pays, mais nous l'avons appris de la part de l'équipe turque que c'est important d'avoir un sac à dos de sécurité qui soit prêt dans votre maison au moment d'une urgence et de pouvoir le prendre rapidement. Enfin, vous voyez ici que nous avons ajouté des éléments spécifiques, le signe de l'ascenseur ici avec une croix dessus, montrant que c'est interdit. Vous voyez aussi dans cette vidéo ce qui est souligné à ne pas faire en termes d'urgence. L'objectif principal de cette vidéo est de montrer le bon comportement à adopter en cas de situation d'urgence. Donc de sortir du bâtiment afin de rester en sécurité. Donc avec l'expérience d'AFAD en Turquie, toute l'équipe a réfléchi à quoi faire et quel genre de matériel nous pouvions développer. Il s'agit du matériel de documents élaborés par une équipe en Turquie, à savoir que faire juste après un tremblement de terre. Je sais que certains d'entre vous ont déjà l'habitude de ce type d'informations, mais Elena et moi, nous travaillons avec des associations dans notre pays qui soutiennent les personnes porteuses du syndrome de Down et on nous a dit très souvent que les personnes ne savaient pas quoi faire dans ce genre de situation pour soutenir les enfants porteurs du syndrome de Down. Donc, il est important d'utiliser des signes pour que les personnes sachent comment réagir. Donc, pour aider une personne porteuse du syndrome de Down, il faut vraiment avoir un support visuel, comme vous le voyez ici. Vous voyez comment réagir durant un tremblement de terre dans une maison. Donc, vous deviez vous baisser, vous couvrir et vous accrocher à quelque chose qui est stable, une table par exemple. Donc, si vous montrez à vos enfants, vos jeunes porteurs du syndrome de Down des images faciles, eh bien, c'est plus simple pour eux et pour elles d'être formés et de comprendre ces informations. Il faut garder à l'esprit qu'en situation d'urgence, nous avons compris, grâce aux recommandations de notre équipe turque, de donner le moins d'informations verbales, de garder vraiment des phrases courtes, juste des mots, pour que l'information soit mieux transmise. En termes de sac à dos de sécurité, vous voyez, vous avez vu dans cette vidéo que le jeune homme a pris ce sac. C'est une suggestion que nous avons reçue de notre centre d'urgence. Dans votre sac à dos, il faudrait avoir un stylo, de quoi noter, un téléphone, un chargeur de téléphone, une batterie, une lampe, un kit de premier secours, des effets de toilette,
des vêtements de saison, de la nourriture, de l'eau, des piles qui sont très importantes et un sifflet pour savoir où vous vous situez et un plan d'urgence. Il est important d'avoir ce sac et de savoir où il se situe dans la maison et faire en sorte que tout fonctionne bien dans ce sac à dos. Nous avons également développé une carte sur les informations. Lors de catastrophes ou d'urgences, vous pouvez mettre cette carte dans le sac et la sortir et l'attacher à un cordon pour la mettre autour du cou pour que tout le monde connaisse votre nom, le nom de famille et toutes les informations nécessaires. Vous pouvez trouver des exemples aussi en ligne. Ici, vous voyez euh, la carte de contact d'urgence de la Croix-Rouge américaine. Vous pouvez le trouver dans votre langue et vous avez des exemples prêts à l'emploi. Le deuxième sujet se penche sur les incendies. Il faut savoir que pour devenir adulte, hein, il faut être formé, savoir comment gérer une maison et savoir qu'il peut y avoir du feu qui provient de la cuisine ou du four, donc quelque chose qui chauffe la maison. Donc, il est important de soutenir une personne porteuse du syndrome de Down pour savoir ce qu'elle peut faire ou non dans la maison et que faire en cas de feu dans la maison. Je vais vous montrer également une vidéo pour savoir quoi faire. Also, in this second video, we have seen Dans our cette vidéo, on a pu voir que nous avons un très bon acteur, mais cette situation est bien réelle. Et la première chose que nous suggérons, c'est d'essayer de fermer la porte si le feu provient d'un endroit spécifique dans la maison. Ensuite, de vous mettre à genoux hein, parce que la fumée monte et souvent la partie plus basse est plus sécurisée. Si vous avez la possibilité, il est important de tirer l'alarme du bâtiment avant de le sortir et nous avons aussi formé sur comment appeler le numéro des pompiers, hein, qui est un numéro international, donc le 112, afin d'avoir du soutien. Il faut pouvoir aussi aider nos jeunes à utiliser ce téléphone, former ces jeunes à composer ce numéro en cas d'urgence. Il faut donc une formation, c'est très important. Cela peut arriver même en cas
dans d'autres cas d'urgence, lorsque vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez mal et que votre enfant porteur du syndrome de Down doit contacter une personne de soutien, d'urgence. Donc, il est important de former vos enfants. C'est notre suggestion aujourd'hui pour pouvoir vous en sortir à l'avenir. Concernant le feu, on considère que tout le monde sait utiliser un extincteur, mais ce n'est pas toujours le cas parce que nous n'avons pas tous déjà utilisé un extincteur et il est obligatoire d'avoir un extincteur dans la maison. Il faut comprendre, il faut savoir où il se situe chez vous. Si vous vivez dans des maisons isolées et pas dans un bâtiment, vous devez avoir un extincteur chez vous. Il y a beaucoup de vidéos. Nous avons mis des vidéos sur le site pour savoir comment utiliser un extincteur. Et en anglais, on utilise le mot pass, donc pull pour tirer, aim pour viser, squeeze pour presser et sweep pour balayer. Donc, essayez de montrer des images, des vidéos pour former à l'utilisation de cet extincteur afin d'être plus à l'aise en cas d'urgence au moment d'utiliser un extincteur. Un troisième domaine, donc il s'agit des inondations. Nous avons aussi une vidéo. Bien sûr, nous n'avons pas pu tourner cette vidéo dans une situation d'inondation telle qu'elle, mais vous pouvez trouver un dessin animé qui explique très bien comment gérer cette catastrophe naturelle. Il est important d'avoir un guide en termes de sécurité. Il y a des conseils à garder en tête, d'avoir votre kit d'urgence qui soit prêt, avoir de l'eau potable parce que lors d'inondation, en cas d'inondation, nous ne pouvons pas utiliser l'eau potable. Il ne faut pas non plus toucher des appareils électriques. Il ne faut pas utiliser les ascenseurs non plus. Et il ne faut pas non plus, ça c'est très important, marcher dans l'eau et vous déplacer. Nous avons trouvé ces exemples en anglais et je suis certaine que vous pouvez trouver cette information dans différentes langues. Dans nos sites, nous avons beaucoup d'informations utilisées. Nous avons utilisé les traductions. Et nous avons commencé avec un cas très présent en Europe. Il s'agit des inondations ou des débordements. Donc, bien sûr, on ne veut pas penser aux catastrophes naturelles puisque c'est quelque chose qui nous effraie. On n'a pas envie d'y penser. Mais pourtant, réfléchir à ça avant que cela se présente et savoir comment survivre en cas de catastrophe, cela nous permet de sauver nos vies, sauver la vie de nos enfants et c'est crucial. Nous avons également établi des histoires sociales avec un accident de voiture, à savoir quoi faire lorsque vous êtes coincé, lorsqu'on est coincé dans un véhicule. Et vous trouverez des indications précises parce qu'il n'est pas toujours suggéré de quitter une voiture lorsque vous vous trouvez dans un accident. Ça dépend vraiment du scénario. En Italie, nous avons beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de personnes qui décèdent dans la rue parce qu'elles sortent de la voiture et elles créent un autre accident parce qu'elles sont sur la route. Alors, nous avons des discussions pour savoir comment expliquer à une personne porteuse du syndrome de Down et avec une déficience intellectuelle quelle est la différence entre une autoroute
ou une route très fréquentée, et donc à faire la différence entre une route fréquentée et pas très fréquentée. Donc nous avons des exemples qui sont très bien faits, que je vous invite à regarder. Nous avons aussi fait beaucoup de vidéos, nous avons beaucoup de matériaux pour gérer une problématique, à savoir que faire lorsque vous vous perdez. Ça arrive au moins une fois dans la vie. Bien sûr, il ne s'agit pas, pardon, d'une catastrophe naturelle, mais il s'agit toujours d'une situation d'urgence et vous allez voir une vidéo pour savoir comment vous comporter si vous vous perdez. Where did mom go? Where am I? I'm lost. Où est ma maman? Où est-ce que je suis? Je suis perdue. Alors là, c'est un hôpital. Ils vont m'aider là-bas. Hello, is something wrong? My name is Ahmed. I'm lost. Bonjour, il y a un problème? Je m'appelle Ahmed et je suis perdue. Où est ta maison, Topeka Ahmed? neighborhood, Kırmızı Toprak Street, Je suis dans le voisinage et mon adresse est la suivante. Alors, c'était un exemple. C'est assez difficile d'entraîner une personne à reconnaître un bâtiment qui permet de trouver de l'aide. Donc, on forme nos enfants, nos jeunes à reconnaître ce type de bâtiment. On leur apprend que lorsqu'il y a un drapeau national, de chercher donc un bâtiment avec ce drapeau. Ensuite, ici, il s'agit de comprendre si vous êtes capable de parler de vous, de donner votre nom, votre adresse à une personne qu'on ne connaît pas. Une personne porteuse du syndrome de Down ne sera peut-être pas possible de donner toutes ces informations à une personne qu'elle ne connaît pas. Donc, il est important que lorsque vos enfants se promènent, eh bien, il faut avoir toutes ces informations sur une carte d'identité ou une carte d'urgence. Par exemple, dans bon nombre de pays, on peut trouver ces bracelets The name of the person. où vous pouvez imprimer le nom de la personne, le numéro à appeler si on est perdu et toutes les informations importantes, que ce soit les allergies ou les médicaments pris. Mais le plus important, c'est de savoir le nom et quoi faire si la personne est perdue. On peut l'utiliser aussi pour des adultes. Il s'agit d'un objet euh, de sécurité à porter sur vous au cas où vous vous perdez. Enfin, la dernière partie concerne les premiers soins médicaux. Some social stories about how to behave if you go Nous in. avons voulu expliquer comment se comporter si vous ou votre enfant vous rendez aux urgences. Nous avons expliqué cela à travers des histoires, donc des histoires sociales. Que se passe-t-il lorsque l'on va à l'hôpital? Nous voulons partager avec vous ces supports visuels qui sont importants pour les médecins, les infirmières, pour pouvoir faire le premier triage
et pour savoir la situation d'urgence d'une personne. Ces supports visuels sont très importants parce qu'une personne porteuse du syndrome de Down ne peut pas forcément exprimer à voix haute comment elle ressent sa douleur, comment expliquer ce qui s'est passé, un accident ou autre. Donc, cela peut être bon d'avoir ces visuels pour expliquer au personnel soignant, au docteur, ce qui s'est passé, et le médecin peut aussi utiliser ces visuels pour expliquer ce qui va être fait et que l'enfant, la personne se sente plus relaxée. On peut aussi parler du niveau de douleur et donner plus de détails sur les symptômes ou ce qui s'est passé avant de se rendre à l'hôpital. Ces documents, ces visuels se trouvent sur le site Arasac que vous voyez en haut à droite. Et sur ce site, vous pouvez trouver beaucoup de matériel et de supports visuels pour soutenir nos jeunes. To end, we share the link to the Pour video. terminer, nous voulons partager les liens des vidéos et du site. Et ce serait une bonne idée de les partager aussi dans le chat pour que tout le monde puisse cliquer dessus et en apprendre un peu plus sur le site. Et avant de terminer de répondre à vos questions, nous voulons vous dire que nous sommes simplement au début d'un voyage et je vais donner la parole à Elena pour terminer la présentation. Merci Paola. Merci pour votre attention. Nous considérons que ce projet est important, non seulement parce qu'il s'agit d'un projet particulier, mais il est important également pour promouvoir l'inclusion. Nous considérons que pour répondre à ces besoins spécifiques, des besoins qui ne sont pas clairs pour tout le monde. Ainsi, nous devons promouvoir cette prise de conscience à l'école et dans différentes institutions, puisque c'est seulement de cette manière que nous pouvons rendre l'inclusion possible et réaliser ce projet d'inclusion de toutes et tous et de ne laisser personne de côté. Alors, merci beaucoup à Fulia, à Dinka et merci à toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire parce que c'est important de promouvoir ce genre d'attention. Et nous voulons vraiment étendre ce genre d'attention à tout le monde. Et si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Et encore un grand merci. Merci Elena et Paola. Nos questions arrivent. Si vous allez sur le Q&A, le bouton questions-réponses, vous allez pouvoir lire la question de Jacqueline London. Pourquoi se cacher sous une table lors d'un tremblement de terre? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée en termes de sécurité puisque la table peut se casser. Et merci Jacqueline pour cette question. Je sais qu'on vous l'a déjà posée. Et avant que vous répondiez, j'aimerais remercier grandement la FAD parce que nous avons appris plein de choses qu'on ne savait pas. On a appris énormément. Merci.
Merci pour la question. Alors, gardez en tête que nous sommes des éducatrices et des professeurs, on n'est pas des expertes en termes de sécurité. Mm. Et c'est une question pourtant que nous avons posée à nos collègues, pardon. La plupart des pays forment les gens à se cacher sous les tables. J'ai partagé ce genre d'image et ça dépend des pays. Bon nombre de pays ont des procédures différentes et j'aimerais vous dire que si vous pouvez rester proche d'un coin, un coin qui soit costaud, ça devrait être un triangle. Et si vous trouvez un triangle, vous pouvez être en sécurité. Bien sûr, si vous pouvez évacuer le bâtiment, ce serait mieux. Et je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais sachez que dans la plupart des pays, c'est ce qui a été suggéré par la protection civile. Il faudrait identifier un endroit sécurisant et sûr dans votre maison où vous rendre et vous cacher en cas de tremblement de terre. Il y a des parties de la maison qui sont plus robustes que d'autres et c'est important de vous rendre là pour rester en sécurité. Oui, j'aimerais ajouter la première fois que nous avons eu un tremblement de terre à Zagreb en Croatie il y a 3 ans, nous avons fait la même chose. Nous avons essayé de nous cacher sous les tables et on avait commencé ce projet et Afad nous a dit, il ne faut pas vous cacher sous la table, mais bien vous rendre dans la partie la plus solide de votre maison ou de votre appartement. Et nous avons eu un tremblement de terre de 6,2 sur l'échelle de Richter. Et mon mari s'est rendu sur le coin le plus solide de l'appartement jusqu'à ce que le tremblement de terre se termine. Ça peut durer 2 minutes, voire plus. Restez au même endroit et ensuite partez. Mais surtout, ne courez pas pendant le tremblement de terre. Il faut rester jusqu'à ce que le tremblement de terre se termine. Et ensuite, vous pouvez prendre votre sac et partir. Merci à Jacqueline. J'ai une question. Il y a des guides et des sites sur les projets, à savoir comment donner des conseils aux équipes de sauvetage. Il faut aussi former ces équipes de sauvetage à savoir comment communiquer pour sauver des vies. Il y a donc des guides concernant ces problématiques. Merci, Foulia. Nous avons une question de la part de Camilla. Est-ce que ce projet inclut des idées sur... Est-ce que ce projet donc peut être enseigné dans les écoles, les instituts? Effectivement, les matériaux ont été créés dans le but d'être diffusés dans les écoles, etc., mais aussi par les équipes de sauvetage. Et c'est ainsi que nous avons compris comment former une personne porteuse du syndrome de Down. Et nous suggérons d'essayer d'utiliser ces outils
qui peuvent être utilisés à l'école, hein, aussi pour les enfants qui ne sont pas porteurs du syndrome de Down ou qui ne parlent pas encore bien parce que c'est très visuel. Et il faut savoir que ces outils sont très inclusifs, sont orientés pour tout le monde. Dans le projet, nous n'avons pas eu le temps et le budget euh, pour développer ces matériaux dans les écoles, mais nous connaissons des professeurs, des éducateurs, des travailleurs sociaux qui utilisent ces outils à présent. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à utiliser ces informations, ces outils là où vous vivez, là où vous travaillez. Merci Paola, merci à Camilla pour la question. J'aimerais ajouter qu'au début du projet, nous avons fait des recherches pour savoir quel type de matériaux informatifs existaient déjà. Et nous avons trouvé que dans certains pays, il était normal de s'entraîner, de s'exercer. Et dans certains pays, et c'est très bien étayé, on a plein d'informations, mais dans d'autres pays, il n'y a pas grand-chose. Ainsi, dans ce projet réalisé avec AFAD, et comme Paola l'a dit, nous avons pu développer cela pour aider les personnes porteuses du syndrome de Down à être prêtes au cas où. Nous l'avons vu en Turquie avec le tremblement de terre. Le point principal, c'est d'avoir des bonnes maisons, des bâtiments solides et des bâtiments qui suivent les normes, qui ont été construits avec les normes. Et ça, c'est très important. C'est important pour tout le monde, pas seulement pour les personnes porteuses du syndrome de Down. Mais bon, ces matériaux peuvent être utilisés par toutes et tous, par les personnes qui suivent ce webinaire ou qui nous écouteront plus tard dans leur langue, et afin d'utiliser ces informations pour leurs enfants, leurs écoles, pour les institutions sociales, et cela pourrait aider à se préparer et à garantir la sécurité de tout le monde. Pour l'instant, nous n'avons pas plus de questions. Peut-être que Foulia, vous pourrez en rajouter un peu plus et parler de votre expérience, parce que malheureusement, votre pays fait face à bon nombre de tremblements de terre. Je sais qu'en Italie également, la situation est compliquée. Vous avez des tremblements de terre. Nous en avons eu aussi ces dernières années en Croatie, mais nous n'avons pas autant de tremblements de terre. Nous avons eu des inondations, des incendies dans certains pays. Mais Foulia, si vous vouliez bien faire des commentaires sur votre situation, comment vous gérez cela dans votre pays. Merci Dinka. Nous avons fêté l'anniversaire du dernier tremblement de terre. Vous savez sans doute que plus de 500 000 personnes sont décédées l'année dernière en Turquie dans la zone du tremblement de terre. Comme Dinka l'a dit, les bâtiments sont très importants. Ils doivent être solides. Et doivent absolument respecter les normes. Et autre chose d'important, c'est d'avoir des organisations qui aident l'aide humanitaire, qui soutiennent l'aide humanitaire,
pour tout le monde, pour les enfants et les personnes porteuses du syndrome de Down. Bien sûr, nous nous préparons, mais parfois, quoi que vous fassiez, ça ne sera pas suffisant pendant une catastrophe. Il faut aussi l'accepter et l'on devrait se concentrer sur comment enseigner à nos enfants, comment vivre après une urgence, pardon. Parce que bien sûr, une urgence, une catastrophe, c'est désastreux. On ne peut pas sortir. Et pendant le tremblement de terre, tout le monde dormait. Donc après cela, il faut garder vos enfants en sécurité et vivre. Et vivre comme ça pendant quelques jours. Parce que les premières 24 heures, 36 heures, les équipes de secours ne peuvent même pas atteindre les zones endommagées. Alors, je recommande vivement aux familles de créer un réseau de sécurité et un système d'aide entre familles, avec une famille qui vient d'une autre ville. Et en cas de catastrophe, cette famille peut venir vous aider d'une autre ville parce que tout le monde se retrouve dans la même situation. Une autre idée de notre association, c'est d'avoir une liste des familles et de partager leurs informations avec les autorités locales après avoir eu leur permission. Ça permet de recevoir l'aide humanitaire dès le départ, et ce, d'une bonne manière. C'est ce que je pourrais vous conseiller. Merci, Julia. C'est une chose que nous devons garder à l'esprit. Après une catastrophe naturelle, quelle qu'elle soit, les personnes porteuses du syndrome de Down ou porteuses de handicap souffriront d'un traumatisme. Le traumatisme, c'est très important et on doit pouvoir aider nos jeunes. C'est déjà difficile pour tout le monde. Mais avec le temps, si on ne s'occupe pas de ce traumatisme, avec le temps, il peut se développer et empirer parce qu'il faudra s'occuper de ce traumatisme. On n'en a pas parlé dans ce projet, mais il faut garder cela à l'esprit, comment vivre et nous pourrions voir comment d'autres experts peuvent aider les familles et surtout les personnes porteuses du syndrome de Down qui ont vécu un tel traumatisme. Nous avons une autre question de la part de Zera Miller. Que se passe-t-il s'ils sont dehors et pas à la maison pendant une catastrophe naturelle? Quoi faire? Est-ce que vous avez des formations là-dessus? Alors, c'est une bonne question. Nous n'avons pas de vidéo concernant une catastrophe naturelle qui se déroule lorsque vous n'êtes pas à la maison. Nous voulons parler des inondations. Nous avons pensé à un feu de forêt parce que c'est une problématique commune, mais pas aussi commune qu'un feu à la maison. Et pour tout ce qui se passe en dehors de la maison,
Il s'agit d'accidents de voiture et que se passe-t-il lorsque vous êtes perdu? Donc c'est ça, les activités principales en dehors de la maison, lorsque vous êtes perdu dans un parc ou dans n'importe quel type de paysage loin de la maison. Donc la seule chose qu'on n'a pas fait, c'est vraiment ce feu de forêt parce que c'est un peu plus complexe à réaliser et c'est assez rare. En revanche, un feu dans la maison, c'est quand même plus courant. Merci, Paola. J'aimerais souligner que nous avons des vidéos lorsque des personnes étranges viennent vous demander de faire des choses ou qui se comportent bizarrement si vous êtes tout seul dans la rue, si vous attendez votre famille et qu'une personne que vous ne connaissez pas s'approche. Nous avons des vidéos à savoir comment se comporter. Oui, absolument. Oui, ce sont des matériaux, du matériel pédagogique que nous avons réalisé, à savoir comment réagir si vous avez des personnes qui vous approchent lorsque vous êtes perdu. Nous avons eu des discussions sur savoir comment reconnaître une personne qui présente de la sécurité. Une personne porteuse du syndrome de Down doit pouvoir reconnaître une personne qui lui veut du bien ou quelqu'un qui ne lui veut pas du bien. Même si nous ne pouvons pas être sûrs à 100%, mais il est important de reconnaître un uniforme, par exemple. C'est un des éléments les plus difficiles à enseigner, à être formé, à savoir comment une personne est digne de confiance ou non. Et en tant que mère, moi-même, je peux vraiment m'inquiéter, de savoir que mon enfant ne soit pas avec la bonne personne. Donc, je veux savoir comment les former à rester en sécurité. Et c'est encore plus crucial pour une personne porteuse du syndrome de Down. Donc, je vous encourage vraiment à vous rendre sur le site avec des informations qui sont disponibles dans différentes langues. Vraiment, pléthore de langues. Alors, rendez-vous sur le site et vous trouverez des informations, du matériel que nous n'avons pas présenté aujourd'hui. Nous avons un commentaire de Marissa. Merci beaucoup et merci pour ce projet. Fulia, you would like to say something? Folia, vous voulez dire quelque chose? Oui. J'aimerais parler de la problématique de l'extérieur. Vous pouvez former votre enfant à savoir quoi faire lorsqu'il ou elle est dehors, en dehors du bâtiment. Il y a des options. Education training center or in Que ce soit à l'école ou dans un centre de formation ou au travail. On peut donc faire une généralisation de cette zone et pratiquer cette formation. Il y a également des signes de points de rencontre, les meeting points. Vous pouvez montrer à votre enfant ces panneaux de meeting point. Ces panneaux qui se trouvent dans leur environnement, par exemple proche de l'école ou proche du travail. Et vous pouvez vous donner un rendez-vous et dire qu'on se retrouve à ce point de réunion afin de travailler sur des solutions tous ensemble. Un autre point qui me vient à l'esprit, puisque nos enfants aiment répéter les choses, qu'ils aient une routine après une catastrophe
naturel. Nous avons compris que c'était très difficile pour ces enfants de se repérer dans des bâtiments détruits. Et certaines familles ont expliqué qu'elles vivaient dans des tentes et que tous les jours, à 9 heures, il fallait se rendre au bâtiment, faire un petit tour et revenir. Donc, il faut qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent se rendre à d'autres endroits et qu'ils doivent abandonner en quelque sorte les bâtiments pour une période. Merci, Fulia. Nous avons des commentaires dans le chat. Et Camilla l'a dit, ce projet peut être utile. Les informations sont utiles et on devrait les partager avec les autorités car on sous-estime les risques, par exemple, les inondations qui ont pris la vie à bon nombre de personnes, y compris des personnes porteuses du syndrome de Down. Ces dernières années, je sais qu'en Allemagne, il y a eu des situations horribles avec des inondations et bon nombre de personnes porteuses du syndrome de Down ou d'autres handicaps ont été emportées. Et cette période a été très difficile. Malheureusement, nous devons nous occuper de ces problématiques et nous exercer, nous former. Je pourrais dire que pendant 100 ans, dans mon pays, nous n'avons pas eu de tremblement de terre et ces 2 dernières années, nous avons vraiment eu des tremblements de terre importants. Et les personnes sont encore traumatisées à cause de ces tremblements de terre. Aujourd'hui, on peut regarder le ciel et se dire ah, mais il va y avoir une tempête. Et donc, il faut pouvoir se former pour répondre à ces changements. During the shelling and bombing. Yeah, I understand completely Ukraine's situation because my country also was 35 Nous avons years une question ukrainienne concernant la situation d'urgence, les bombardements. C'est une problématique que j'ai connue dans mon pays également. Et malheureusement, il faut réfléchir à ces problématiques aussi. Merci à ce commentaire d'Ukraine. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires. Merci d'avoir passé du temps avec nous. Nous espérons que cela a été instructif, que vous avez appris des choses, même si vous en connaissiez déjà beaucoup. Des choses utiles pour vous, pour vos familles, pour vos enfants porteurs du syndrome de Down ou d'autres handicaps. Et je suis ravie de voir que nous avons commencé avec des incendies, etc. Nous avons considéré d'autres problématiques lorsque vous êtes perdu, lorsqu'un étranger s'approche de vous, une personne que vous ne connaissez pas. Et donc, comment faire face à différentes situations. Merci beaucoup à tout le monde. Nous n'avons pas d'autres questions. Nous avons beaucoup de remerciements. Notre
traduction dans différentes langues sera disponible dans une semaine ou 10 jours sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez regarder encore notre site et notre page Facebook. Merci à Paola et Elena. Merci à toute l'équipe d'AFAD. Merci pour ce webinaire et merci à tous les participants, participantes, nos partenaires. Passez tous et toutes une très belle soirée. Merci à notre équipe en Turquie pour nous aider à organiser ce webinaire. Merci à tous nos traducteurs et traductrices qui sont toujours là avec nous et c'est important qu'on soit tous ensemble. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.